Nous avons vu dans un précédent didacticiel sur les interfaces multirotors de héliciels comment créer des hélices contrarotatives donc qui rassemblent dans la même interface les performances et la géométrie de deux hélices en interaction. Donc ça c'est pour les hélices contrarotatives. Mais l'interface multirotor a une autre fonction très intéressante, c'est la possibilité de créer des multirotors sur le même plan ou aussi avec des contrarotatives. C'est ce que nous allons voir immédiatement. Donc nous retournons à l'interface générale de Heliciel et nous allons charger un modèle pour des multirotors qui va être basé sur des plus petites hélices. Ici on a une hélice d'avion, on va rentrer sur des hélices classiques de FPV par exemple pour les drones FPV, et ici on va prendre une 5 pouces percée à 5 mm. Voilà, ça c'est une hélice classique de FPV comme on peut rencontrer dans le commerce. Donc lorsqu'on sélectionne un modèle dans la liste, dans le sélectionneur de modèles ici, nous avons donc les informations sur le modèle de l'hélice et nous pouvons voir le pitch. Alors pour information, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des hélices de drone, le pitch donc c'est l'angle de calage. Alors le pitch angle c'est l'angle de calage et le pitch en soi c'est le pas, c'est-à-dire la distance que parcourrait l'hélice si elle se vissait dans un solide, comme une vis. Donc les hélices du commerce sont souvent données avec uniquement le pas, ici en pouces. Ici, elle serait une hélice avec un pas de 2,6 pouces. Mais nous pouvons constater que, contrairement aux hélices du commerce, nous voyons que le pas n'est pas identique sur toute l'hélice. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un pas moins important ici à la base et un pas plus important ici en bout. Alors, ceci provient du fait que normalement le pas est constant sur une hélice si elle est calculée assez basiquement. Le logiciel héliciel utilise une méthode de calcul qui est la BEM et qui incorpore les vitesses induites axiales et tangentielles et qui s'assure que l'angle d'incidence avec laquelle travaillera l'hélice à n'importe quel endroit de son rayon sera optimum et fournira les performances optimum en fonction de la finesse optimum du profil sélectionné. Donc le pas est légèrement différent parce qu'on calcule les vitesses induites. Voilà, c'est juste ce petit détail pour les connaisseurs en termes de conception d'hélice. Donc ici on va prendre pour cet exemple une hélice 5 pouces et nous allons tenter de réaliser un cahier des charges pour un multirotor avec cette hélice. Donc on a chargé cette hélice 5 pouces, mais pour info, si nous avions directement sélectionné dans le menu fichier l'interface multirotor project, on a un petit prompt qui nous propose de la charger automatiquement. Donc cette hélice 5 pouces que nous voyons ici a un certain point de fonctionnement qui est de 25 000 tours minute à 0 mètres seconde. Alors ceci veut dire que cette hélice a les meilleures performances à 25 000 tours pour un point fixe, c'est-à-dire le drone ne se déplaçant pas, étant juste en sustentation. Ça serait une hélice de sustentation qui aurait donc des performances optimisées pour le vol stationnaire. Nous pourrions très bien prendre cette hélice et modifier son point de fonctionnement et dire tiens, je veux que cette hélice soit faite pour un vol de 20 mètres secondes et la reconstruire en fonction de ce nouveau cahier des charges. Et partir donc sur une situation où nous aurions une hélice qui a été optimisée pour un vol à 72 km/h, 20 mètres secondes. Donc nous voyons que nous pouvons donc prendre n'importe quelle hélice, on va dire basique, modifier sa géométrie pour un nouveau projet. Donc ici, nous allons rester donc sur une hélice qui était basée pour du vol stationnaire, donc 0. Alors on ne peut pas avoir 0 absolu, on va mettre 0,01. Donc nous voyons que son pas a été donc largement diminué et que nous avons une hélice optimisée donc pour du vol stationnaire. Nous allons voir donc comment incorporer cette hélice dans un nouveau projet de FPV. Il suffit donc, après avoir sélectionné l'hélice, de charger l'hélice dans Multirotor Project. Alors ici, si nous avions modifié la géométrie, nous devrions sélectionner
oui, utiliser cette nouvelle hélice. Si nous voulons charger une hélice par défaut, nous cliquons sur non et ça sera l'hélice 5 pouces par défaut. On va garder celle-ci, oui. Donc ceci ouvre l'interface multirotor avec l'option multirotor frame. C'est-à-dire que nous allons avoir plusieurs hélices tournant en sens opposé, rassemblées autour d'une frame. Nous allons voir ici, nous sélectionnons les paramètres de la frame, ici à droite. Et nous avons donc par exemple le nombre de bras qui peut être modifié, donc le nombre d'hélices, les longueurs de la diagonale, on va mettre une diagonale plus grande, 600. Et donc là, nous pourrions envisager de construire des VTVL, des véhicules à décollage vertical, avec une charge donnée, c'est-à-dire un poids de la frame qui serait donc, je sais pas, ici on va mettre 1500 grammes. Donc on peut donc ainsi paramétrer notre frame et y ajouter des modules, c'est-à-dire qu'on pourrait ajouter la caméra. Ici on va ajouter un petit module, on va l'appeler caméra. Ok, alors là pour l'instant la caméra elle est un peu n'importe où, on va la sélectionner. Donc la frame, on peut aussi modifier donc sa longueur, sa largeur. On peut dire qu'elle fait, ici on va dire qu'elle fait 80. Donc même chose, recalcul des traînées. Voilà. Et donc on pourrait ajouter comme ça des modules à volonté pour modifier la charge de notre véhicule à décollage vertical. Les moteurs, donc ici on voit donc dans les frame settings, on va voir la définition des moteurs. Alors on peut modifier leur diamètre, leur hauteur et leur poids. Alors ça c'est plutôt pour des contrôles au niveau de la géométrie, voir qu'on ne fait pas n'importe quoi, que le moteur n'est pas démesurément gros par rapport à l'hélice. Donc si je sélectionne ici le moteur, il y a un élément aussi, bon, suivant le nombre de... Vous pouvez calculer sa vitesse de rotation, bien sûr, en fonction du kV et le nombre de cellules de batterie. Donc en fonction du kV, donc du voltage, on peut obtenir très rapidement ce petit outil de calcul de vitesse de rotation qu'il faudra bien sûr implémenter ici dans le point de fonctionnement pour vérifier le fonctionnement final. Donc voilà, pour la frame, c'est à peu près tout, hein, tout. Sinon le reste est assez logique, on va dire, en termes de dimensionnement. Il n'y a rien de particulier. On peut modifier les épaisseurs des bras, l'épaisseur de la frame, etc. Donc ça c'est tout, tous les paramètres de la frame avec moteur. On va repasser à un FPV classique à 4 bras. Voilà, comme ça. Donc maintenant on a vu la frame setting, on va voir les propellers géométrie. Alors ici, nous pouvons donc sélectionner, modifier la géométrie de notre propeller. Alors on va ralentir un peu la vitesse de rotation. Voilà, nous pourrions montrer par exemple les différentes, ici dans le menu View, nous pourrions montrer les vitesses induites axiales et les pertes tourbillonnaires. Nous pouvons aussi dans le... Alors on va modifier un petit peu la frame, on va mettre des bras plus petits de longueur, on va mettre plutôt 400. Admettons, voilà. Et donc nous pourrions augmenter la taille de l'hélice à ce niveau-là ou l'éditer pour aller la modifier à volonté. Notre hélice de base ici. Donc par exemple, je pourrais dire je veux une hélice qui est un petit peu plus
avec un peu plus de rec. Alors non, c'est pas ça que je veux faire, optimiser. Je voudrais aller chercher sa géométrie et on va lui donner une forme de génératrice courbe avec un petit peu de courbure, pas trop, un désaxage comme ça. Voilà. Alors, la courbure génératrice ne modifie pas les performances de l'hélice, c'est simplement en termes de fonctionnement, elle aura tendance à être moins bruyante parce qu'elle n'aura pas des franchissements. Si elle passe devant le bras, par exemple, elle n'aura pas tout l'ensemble de la pale qui va frapper au niveau aérodynamique devant un obstacle. Elle aura une attaque progressive des obstacles. Donc ça a tendance à faire un peu moins de bruit. On va dire qu'on veut cette hélice-là pour notre drone. Donc vous voyez comme je l'ai modifié dans l'interface hélicielle et je retourne ici par ce menu dans mon interface drone, multirotor. Et voilà, notre hélice a été modifiée tout simplement. Alors, dans cette interface multirotor, nous avons aussi à gauche donc la possibilité de modifier le point de fonctionnement. C'est-à-dire que je pourrais dire je veux un système d'hélice qui va se déplacer non plus en point fixe en stationnaire, mais à une certaine vitesse. Et donc je voudrais calculer les hélices, par exemple, pour faire du 20 mètres secondes. Donc ici, lorsqu'on a modifié le point de fonctionnement, nous voyons un peu comme on le voit dans l'interface hélicielle classique. Hein. Alors, une petite parenthèse, avant d'attaquer ce didacticiel, il faut déjà avoir vu les didacticiels sur la conception des hélices avec héliciel de manière normale. Ce didacticiel sous-entend que vous êtes déjà habitué au concept de performance out design et de new design. Donc le point de fonctionnement ici va être modifié. Nous aurions la possibilité de recalculer les performances de ces hélices soit en hors design, ce que nous allons faire tout de suite. Donc là nous avons voilà, des calculs de performance. Alors nous voyons par exemple ici que il y a pas mal de rouge, ça en général c'est assez mauvais signe, c'est qu'en fait ici le poids qui est de 1,6 kg ici est supérieur à la propulsion des hélices. Donc ici en accélération verticale on est en négatif, ça veut dire qu'on n'arrive pas à soulever. Alors à ce stade-là nous pouvons reconstruire le vrillage de nos hélices au nouveau point de fonctionnement et nous obtenons donc un autre vrillage qui est optimisé pour cette vitesse et ce point de fonctionnement. Là nos hélices fonctionnent mieux, on voit qu'on a déjà plus de portance, qu'on est passé au-dessus du poids de 1,69 kg. Alors, nous pourrions bien sûr ajouter des hélices contrarotatives à ce projet. Donc ici, en sélectionnant contrarotative, le logiciel va créer les hélices contrarotatives qui récupèrent au mieux les inductions axiales et tangentielles des hélices amont. Donc ici, nous voyons qu'on est largement monté en termes de portance. Ce drone FPV a donc une vitesse ici a été donc étudiée à des hélices qui sont donc optimisées pour un vol de 72 km/h. Alors, pour être précis, c'est pas vraiment un vol de 72 km/h, c'est une vitesse en amont des hélices de 72 km/h. Nous allons montrer les vitesses induites dans les hélices pour bien symboliser donc la direction du fluide donc qui rentre dans nos hélices à 72 km/h. Alors au niveau de la visualisation, nous pourrions montrer aussi les vortex en bout de pale qui disparaissent si nous étions en ducted propeller, c'est-à-dire en hélice en tuyère. Voilà, ça c'est juste pour bien visualiser, donc là je mets en left view, bien visualiser la position du drone. Alors, donc 72 km/h d'entrée d'air, ça veut dire que verticalement, le drone étant disposé verticalement ici, nous avons donc une entrée verticale de 72 km/h. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la vitesse de vol horizontale. Et si nous voulions voir quelles sont les capacités de vol horizontale de notre appareil, nous pouvons utiliser ici à gauche, dans le Multirotor Project, la zone Frame Pitch, qui nous donne en fait la possibilité de mettre du pitch à la frame, donc de mettre de l'angle, et donc de transformer la poussée verticale en une composante de poussée horizontale qui permet d'accélérer horizontalement.
Donc on a bien compris. Là, donc ici, nous avons la possibilité d'afficher le poids. Voilà. Les vecteurs poids. Donc juste pour symboliser donc la verticale. Et les vecteurs poussés. Alors on va réduire les échelles des vecteurs pour rendre ça plus esthétique. Voilà. Donc nous avons les poussés ici qui sont donc perpendiculaires aux axes, au plan d'hélice, qui sont parallèles aux axes des moteurs, et le poids qui est ici, le poids de la frame. Alors quand on sélectionne dans l'espace 3D les vecteurs, nous avons les informations qui s'affichent en bas de l'écran. Donc ici, si je sélectionne ce vecteur qui s'éclaire en vert fluo, nous voyons ici le poids de la frame qui fait 8,35 Newton ici dans cette configuration. Nous allons la modifier tout de suite pour avoir un poids. Alors je sélectionne la frame et donc dans ces informations ici à droite, nous avons le poids qui est à 850 grammes. Nous allons passer à 1850. Voilà, nous augmentons légèrement le poids de la frame pour que notre exemple soit plus probant. Je vais me remettre en vue left, voilà, pour qu'on voie bien le pitch. Et donc nous voyons ici que si je modifie mon angle de pitch, je vais avoir mes projections de portance qui vont être plus horizontales. Donc ici à droite, on va voir l'accélération horizontale qui augmente et l'accélération verticale qui diminue. Si j'augmente encore mon pitch, on observe qu'à droite, nous allons passer en accélération verticale négative. Donc c'est à peu près le pitch maximum que nous pouvons appliquer à cette frame avant qu'elle commence à redescendre. C'est-à-dire que si nous mettons plus de pitch, nous allons avoir une frame qui ne supporte plus le poids vertical et qui est en accélération verticale négative, qui descend. Donc ça nous permet de bien évaluer les pitchs maximum que l'on peut avoir avec une certaine portance et une certaine masse de frame. Alors au niveau du pitch, nous avons donc la possibilité aussi de chercher le pitch maximum, donc directement ici, set pitch to max flyable. Ça applique tout simplement le pitch où c'est que la composante verticale sera nulle. Donc nous voyons qu'avec ces conditions-là, le pitch maximum qu'on peut opérer est donc de 67 degrés. La traînée de la frame, la traînée des objets embarqués, augmente avec la vitesse. Cette traînée va être une force négative qui va venir se soustraire à la portance des hélices. Donc plus on accélère, plus on crée de la traînée, plus la portance ressentie, plus l'addition de la portance et de la traînée va être faible. Et on peut ainsi atteindre la vitesse maximale de vol qui génère une traînée égale à la portance des hélices. Cette vitesse maximale de vol, on va donc pouvoir faire une itération de test jusqu'à obtenir cette vitesse maximale de vol horizontale. Alors on va voir ici. Donc je vais demander quel est le maximum de vol possible à 67 degrés. Alors ce maximum de vol va être atteint lorsque la composante verticale passera inférieure au poids. C'est-à-dire que si on essaye d'accélérer plus, on va descendre, donc on n'a plus assez de portance. Donc on a atteint la vitesse maximale de vol. Alors nous voyons en haut ici le paramètre de vitesse qui se modifie. Le logiciel est en train de tester différentes vitesses et détecter à quelle vitesse le drone va commencer à redescendre. Donc le calcul de vitesse est terminé, l'itération a convergé vers une vitesse verticale 0 et nous avons donc une vitesse horizontale maximum dans ces conditions-là de 75 km/h. Donc avec ces hélices-là, ces vitesses de rotation et cet angle de pitch. Nous pourrions aussi
itérer pour rechercher le pitch qui procure la plus grande vitesse. Donc c'est la même itération, mais en plus on va itérer sur du pitch. Donc ça sera encore plus long, mais nous allons lancer quand même cette itération juste par exemple. Le logiciel a terminé de rechercher le pitch maximal, le pitch offrant la vitesse horizontale maximale. Donc ici, ça serait 57 degrés pour 80 km/h. Alors attention, cette fonction donc est clairement, on va dire, chronophage, elle prend beaucoup de temps. Cette itération a duré environ 15 minutes. Là, je l'ai abrégé, mais elle dure environ 15 minutes. Donc avant de sélectionner cette fonction Find Max Flyable Horizontal Speed Pitch, assurez-vous que vous avez largement 15 minutes devant vous pour laisser le logiciel travailler tranquillement. Donc cette zone de fonctionnalité ici, Frame Pitch, permet donc d'obtenir des évaluations des forces sur votre frame en fonction d'un angle de pitch et d'une certaine vitesse. Alors nous avons ici un petit graphe qui mérite d'être détaillé. Euh, Ici nous voyons les drags, c'est-à-dire les traînées des différents éléments de notre frame. Ici, si nous nous déplaçons avec une vitesse qui génère un flux amont de 94 km/h de 26 mètres secondes, notre ensemble de frames va provoquer des perturbations et donc des forces de traînée que nous allons montrer ici, show drag vector, ici, symbolisé ici. Voilà. Alors nous allons détailler un petit peu le calcul des traînées. Donc ici, nous avons par exemple à cette vitesse de déplacement de 95 km/h, 26 mètres secondes, une traînée sur les bras de 5,59 newtons. Cette traînée, donc, qui est le résultat de l'interaction entre le bras et le flux balayé par l'hélice, est largement dépendante de la largeur du bras. Ici, il fait 25 mm. Si je le mets à 15 mm de largeur, donc on va le reconstruire, nous allons voir que la traînée, qui était de 5,59, passe à 4,15 sur des bras bien plus fins. Donc le paramètre qui influe largement sur la traînée des bras, c'est la largeur des bras, mais aussi la vitesse du flux en sortie d'hélice. La traînée sur les bras est la seule traînée, on va dire, qui n'est pas dépendante uniquement de la vitesse de déplacement. C'est-à-dire que si j'ai une vitesse de déplacement ici à 0,01 et que je reconstruis, que je relance les performances, le calcul des performances, je vais constater que ma traînée sur les bras est de 3,40 ici, mais que les traînées sur les modules frame et les modules caméra sont descendues à 0,01, quasi nul. Alors c'est une échelle logarithmique ici sur les traînées pour bien voir, pour bien faire apparaître toutes les traînées. On voit que 3,40 et 0,01, il y a une forte différence. Alors ce qui se passe, c'est que la traînée de la frame, elle, est uniquement dépendante de la vitesse du flux qu'elle rencontre en amont. Il n'y a pas de flux généré par les hélices sur la frame. Et la même chose pour la caméra, elle est uniquement dépendante du flux généré par la vitesse. Donc on a une très faible traînée à très faible vitesse pour ces modules et le frame, mais la traînée sur le bras reste quand même assez importante parce que elle est vraiment générée par le flux de l'hélice qu'on va remodéliser ici. Et donc on voit bien que quelle que soit la vitesse en amont, même à une vitesse de 0 de déplacement, nous avons un flux d'hélice qui induit une vitesse
au niveau du bras, et donc une traînée qui reste quand même importante, quelle que soit la vitesse de déplacement globale. Ça, c'était vraiment pour le petit détail au niveau des calculs de traînée. Donc on a fait le tour de l'interface ici. Nous voyons que nous pouvons modifier effectivement les vitesses de rotation indépendamment. Ça a peu d'intérêt parce qu'en général on part vraiment sur une alimentation des moteurs et un voltage identique. Et au niveau des calculs, c'est peut-être plus simple et plus clair de rester dans des vitesses de rotation identiques sur les contrats rotatifs. Mais pour certaines applications, il peut être intéressant de modifier les vitesses. Donc on garde la possibilité de modifier cette vitesse. On a fait le tour à peu près de cette interface de multirotor. On va rester en pitch 0. Et on peut donc envisager la conception de véhicules à décollage vertical de manière assez simple et assez rapide grâce à cette interface.